Bonjour à tous, merci de continuer à vous abonner à cette chaîne et bien sûr d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, parlons de coronavirus, des pays riches et de l'Afrique. Les résultats en termes de mortalité de l'Afrique sont tout à fait époustouflants, bien meilleurs que dans les pays riches ou qu'en France par exemple, contrairement à toutes les prévisions apocalyptiques qui avaient été faites. On va voir pourquoi, et notamment en quoi le fait que l'Afrique jusqu'ici a échappé au réseau pharmaco-financier l'a sauvé. Et la deuxième raison, c'est que les pays africains ont su se prendre en main face à la crise, et le fait de se prendre en main est beaucoup plus efficace que d'être dans des grosses structures dont on dépend. C'est ce qu'on voit aussi en Europe, où les deux pays qui s'en sortent le mieux sont la Grèce et le Portugal. Certains disent « small is beautiful ». On va y revenir, c'est totalement vrai dans cette affaire du coronavirus. Alors c'est vrai qu'en Afrique, jusqu'ici, et ça semble stable depuis mi-avril, la mortalité est très inférieure à ce qu'on voit dans les pays riches. À peu près 2 morts pour 1 million d'habitants sur le continent africain en moyenne, contre 100 sur le continent américain et 200 sur le continent européen. L'Asie du Sud-Est est dans une situation bien meilleure, alors qu'elle est riche, que le continent européen et le continent américain, vous le savez. C'est stable, ça touche aujourd'hui à peu près 45 pays africains. Alors, ça commence à se traduire par des déconfinements. Par exemple, le Bénin a rouvert ses écoles il y a quelques jours. Et puis, le Mali a décidé de mettre fin au couvre-feu depuis le 9 mai. C'est pas totalement parfait. On sait qu'il y a eu des problèmes. Par exemple, Djibouti a dû reconfiner une semaine supplémentaire jusqu'au 17 mai. Le Burundi a tiré l'alarme du point de vue médical, voyant les marchés alimentaires bondés. Et puis, il y a eu un problème en Éthiopie qui a reconnu avoir abattu par erreur un vol humanitaire, malheureusement, en Somalie. Donc, il ne s'agit pas de dire que tout est rose ou parfait, mais il s'agit de regarder les faits objectifs tels qu'ils sont. On a annoncé la catastrophe sanitaire. Il y a eu des dizaines d'articles écrits là-dessus. Ça n'est pas le cas. Alors, d'abord, il y a une raison qui échappe totalement aux décisions publiques. C'est la jeunesse de la population africaine, bien sûr, puisqu'on sait que le Covid-19 frappe beaucoup plus durement les personnes âgées. Or, c'est vrai que le continent africain est le plus jeune du monde. 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Donc, évidemment, ça joue. Il ne s'agit pas de le nier. Alors, certains disent, ce qui joue aussi, c'est que c'est un continent moins dense en termes de population. C'est vrai que c'est un continent où il y a à peu près 40 habitants au kilomètre carré. C'est 4 fois moins qu'en Europe de l'Ouest. Et on se dit, plus c'est dense, plus le virus circule, et donc plus il y a de contamination. Alors, je crois que cette analyse est un peu rapide, puisque regardez Hong Kong. Hong Kong, c'est une ville-État extrêmement dense, terriblement dense. Il y a une densité très, très, très supérieure à la moyenne mondiale, et pourtant, il n'y a que 4 morts du Covid-19 aujourd'hui à Hong Kong, parce que les bons choix ont été faits. Donc il ne faut pas simplement expliquer que l'Afrique s'en serait sortie un peu malgré elle. Non, il faut reconnaître que les gouvernements africains de beaucoup de pays africains ont su prendre les bonnes décisions. Alors la première raison, je vous le disais, c'est qu'ils se sont pris en main eux-mêmes. Et ça, c'est la clé de la réussite, notamment en période de crise. D'abord, ils ont été beaucoup plus rapides que les pays riches ou la France qui ont tergiversé ou menti, par exemple sur la fermeture des frontières nationales. L'Algérie a fermé les frontières avec l'Europe et 6 pays africains dès le 19 mars, alors qu'il y avait très peu de morts encore dans le pays. En France, je vous rappelle, on ne l'a toujours pas fait. Angola a fermé ses frontières, l'Angola depuis le 27 mars. Le Burkina Faso dès le premier mort, le 21 mars. Au Cameroun depuis le 18 mars. En République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire depuis le 20 mars, les frontières sont fermées. Donc il y a une grande réactivité qu'il faut saluer, avec en même temps des couvre-feux et l'isolement des grandes métropoles. Par exemple, au Lagos, les habitants de Abuja et Lagos sont coupés du reste du pays et des couvre-feux et des fermetures ont été mises en place très très rapidement. On peut citer également la Côte d'Ivoire, où le grand Abidjan, la métropole d'Abidjan, est coupée du reste du pays depuis le 30 mars et c'est manifestement extrêmement efficace. Et puis, il faut souligner, les gens, je crois, ne sont pas bien informés là-dessus, le port du masque est obligatoire dans beaucoup de pays africains, ce qui n'est pas le cas dans des pays riches, notamment la France, où hormis dans les transports publics, encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le 12 mai 2020, le port du masque n'est pas obligatoire à l'extérieur en France. C'est différent dans des pays africains. Il l'est depuis le 15 avril au Gabon. Il l'est également depuis le 15 avril en Guinée équatoriale, au Cameroun depuis le 9 avril et au Mali depuis le 9 mai. Donc on voit vraiment là une longueur d'avance sur les pays riches. Autre capacité de se prendre en main,
eh bien, c'est que, s'il faut le dire, l'Afrique a malheureusement, effectivement pour ce continent, mais une habitude des crises et des épidémies. Ce qui fait que la résilience est plus forte et que la population est certainement mieux préparée que dans les pays riches. Là, je cite, si vous voulez, un médecin nigérian qui s'exprime dans une interview récente au journal Le Suisse Le Temps. Et ce médecin nigérian, il l'a dit il y a quelques jours, je le cite, « Les messages de prévention, maintes fois ressassés, sont des choses familières en Afrique. Distance physique et règles d'isolement sont familières, par exemple, dans les épidémies de fièvre Lassa, qui sévissent souvent en Afrique de l'Ouest. Et donc, eh bien, il y a une capacité de résilience à force d'endurer des urgences et des épidémies en Afrique. Ça rejoint totalement l'analyse du professeur Raoult, qui lui a beaucoup œuvré. Il est né en Afrique et il a soigné en Afrique. Il a beaucoup de connaissances et d'amis en Afrique et il explique ce sens assez génial de la médecine africaine et même des autorités africaines. Il faut saluer l'action de pays et de médecins africains. Moi, je les d'aides-soignants et d'infirmières, je les salue, et ainsi que l'action d'associations, parce qu'ils ont su être extrêmement efficaces. Et ça, le professeur Raoult l'a dit maintes et maintes fois, et je crois qu'il a extraordinairement raison là-dessus. Il a raison aussi sur la deuxième grande raison d'action publique qui a rendu les pays africains plus forts face au Covid-19, et donc ce qui explique qu'il y ait moins de morts. C'est le fait que ces pays africains échappent, on pourrait peut-être dire pour l'instant, point d'interrogation, aux logiques pharmaco-financières. Celles qui font qu'en France, on s'est embourbé, par exemple, dans l'essai Discovery. Vous savez, l'essai européen qui est un fiasco, ou d'autres essais, e-Covid et d'autres qui sont un e-Covid en réalité. On perd du temps et on n'a pas traité les malades. Au lieu de le faire, au lieu de tester, de dépister, d'isoler et de traiter, comme le recommandaient les autorités médicales les plus habituées aux épidémies, comme le professeur Raoult, et c'est ce qu'a fait l'Afrique, eh bien nous, on s'est embourbé dans les logiques des laboratoires, les logiques financières. Et comme l'Afrique est moins connectée à ces logiques mondialisées pharmaco-financières, elle a pu échapper à cette logique. Ainsi, il y a une étude du NHS et King's College en Angleterre qui a montré qu'il y avait un lien entre les pays les plus affectés en Afrique par le paludisme ou malaria et le fait que plus il y avait de paludisme, moins il y avait de Covid-19. Pourquoi ? Cette étude dit qu'il y a certainement un effet protecteur du traitement prophylactique contre le paludisme par la chloroquine. C'est-à-dire que comme les populations africaines prennent régulièrement de la chloroquine contre le paludisme, parce que 93% des cas de paludisme dans le monde sont en Afrique, eh bien ça a un effet protecteur contre le Covid-19. Et ça, c'est une étude intéressante qu'il a dit. Ce qui fait que le Sénégal, très tôt, a fait le choix du protocole Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine, et a pu, à partir d'études avec groupe témoin, etc., montrer une efficacité. Ainsi, une étude du Sénégal a montré que les gens qui avaient pris tôt de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine ont été en moyenne hospitalisés 4 jours de moins que les autres. Et même 5 jours de moins s'ils avaient pris le traitement dès les 24 premières heures suivant les premiers symptômes. Je crois que ça, c'est extrêmement intéressant, ce choix de traiter, qui là aussi est mis en avant par le professeur Raoult. Alors il y a d'autres choix qui ont été faits. On peut citer Madagascar et l'action de son président Andry Rajoelina. Là-bas, c'est ce qu'on appelle le Covid Organics. Alors il y a des débats là-dessus, il y a des débats, je vais vous en parler. Il se trouve que c'est distribué gratuitement par le président malgache, par l'État de Madagascar dans plusieurs pays africains qui se montrent intéressés. C'est une sorte de tisane à base de plantes, l'artémisia. Alors c'est une plante qui est déjà reconnue comme efficace contre le paludisme, donc on la connaît cette plante. Et il se trouve qu'il y a une dizaine de pays aujourd'hui africains qui sont intéressés par ce Covid Organics du président malgache. Mais il n'y a pas, même à Madagascar, d'autorisation pour l'instant de mise sur le marché. Il y a une autorisation temporaire de mise en vente donnée par l'État. Alors il y a des débats, y compris entre médecins africains, mais ils font le choix, voyant des effets positifs sur la maladie, de traiter encore une fois. Et vous imaginez bien, ça n'a pas plu à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a tapé du poing sur la table encore tout récemment, parce que ça ne rentrait pas dans ces logiques de laboratoire pharmaco-financières, d'essais cliniques randomisés. Et donc je vous cite la réaction toute récente de l'OMS, je la cite. « Même lorsque des traitements sont issus de la pratique traditionnelle et de la nature, il est primordial d'établir leur efficacité et leur innocuité grâce à des essais cliniques rigoureux. Des plantes médicinales telles que l'Artemisia annua sont considérées comme des traitements possibles du Covid-19, mais des essais devraient être réalisés pour évaluer leur efficacité et déterminer leurs effets indésirables.
Voilà ce qu'a souligné l'OMS. Et donc, le responsable de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Matshidiso Moeti, a exhorté le gouvernement malgache à faire tester son produit lors d'essais cliniques afin de vérifier son efficacité et sa sécurité sur les populations. Il ne s'agit pas de dire que la recherche ne sert à rien. Moi, je suis très favorable à ce qu'on fasse de la recherche. Et il ne s'agit pas de dire que toute l'industrie pharmaceutique est à jeter. Pas du tout. C'est pas du tout mon propos. La recherche est absolument nécessaire et a fait avancer beaucoup de choses ces derniers siècles et ces dernières décennies. Mais là, nous sommes dans l'urgence et le traitement, le choix du traitement est le bon choix. On le voit dans le monde. Maintenant, on a du recul par rapport aux pays qui ont fait le choix, malheureusement comme la France, de la pharmacofinance et des essais cliniques à tout va contre le traitement. Alors l'Afrique, en conclusion, elle a été sauvée en partie par sa jeunesse, bien sûr, je rappelle l'impact de la jeunesse de la population, mais aussi par sa résilience plus forte, sa capacité à déterminer pour elle-même ce qui est bon, la capacité des pays africains à se prendre en main, je vous en ai cité plusieurs, ce sens des priorités, le traitement pour éviter des morts et des morts, comme on en a vu tellement dans les pays développés, 27 000 morts déjà en France, alors que chez nous, on a plutôt fait le choix des grosses structures, faire des essais européens, le choix de la pharmacofinance et de l'essai clinique à tout prix au détriment du reste et même de la parole des médecins pourtant expérimentés comme le professeur Raoult, mais tant d'autres. On peut citer le professeur Perron ou tellement d'autres. Quitte donc à en oublier de traiter. Ça n'est pas l'écueil dans lequel est tombé, tant mieux pour elle, l'Afrique. Ça n'est pas dans cet écueil que sont tombés les pays africains. Cela ne veut pas dire que tout est réglé en Afrique. Là, je crois qu'il faut, en conclusion, avoir quelque chose bien à l'esprit. Cette crise sanitaire va se traduire, et commence déjà par se traduire par une crise économique. Quand il y a une crise économique mondiale, l'Afrique tombe encore plus vite, du fait de son niveau de pauvreté, dans la famine. Et là, l'ONU a alerté, le nombre de personnes au bord de la famine pourrait passer de 135 millions à 265 millions, donc le double. Et on sait que beaucoup de ces personnes se trouvent sur le continent africain, et notamment l'Afrique subsaharienne est menacée de famine. Donc aujourd'hui, l'Afrique craint davantage la faim que le virus, dans beaucoup de pays en tout cas. Ça pose bien sûr le problème de l'organisation des flux alimentaires, agricoles, agroalimentaires mondiaux. La question du commerce mondial, de ce choix du libre-échange qui fait que des populations locales ne sont pas suffisamment nourries alors qu'on aurait les capacités de production. La question de l'accaparement des terres aussi au bénéfice d'autres activités financières qui ne sont pas des activités directement rentables et utiles à la population locale des pays africains. Ça pose tous ces problèmes-là, la France doit y prendre sa part, nous y prenons aux patriotes notre part de réflexion. Ça pose la question de la souveraineté. Quand on défend la souveraineté de son peuple et de son pays comme nous le faisons, nous défendons la souveraineté de tous les peuples et de tous les pays du monde. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, y compris évidemment en Afrique, ce qui n'empêche pas des relations d'amitié et de coopération les plus fructueuses possibles. Et n'oublions pas par ailleurs qu'il y a en Afrique des épidémies cachées. Le paludisme, je vous en parlais, ça tue chaque année 450 000 personnes en Afrique, dans le silence général, parce que c'est une maladie de pauvres et non pas une maladie de riches, comme l'a été dès le départ le Covid-19. Et là aussi, ça pose la question de notre sens des priorités quand on est capable d'humanisme et d'humanité. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes d'accord avec cette analyse, si vous voulez nous soutenir, eh bien rejoignez la formation politique que je préside qui s'appelle Les Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve dans la description sous cette vidéo. Je vous attends. On a de beaux combats et de grands combats et des combats radicaux à mener. Donc adhérez aux Patriotes dès maintenant. Faites adhérer autour de vous. Vous pouvez nous soutenir aussi par des dons qui sont défiscalisés. Vous verrez tout ça est en lien aussi dans la description. Merci à tous. Chapeau aux médecins africains et à tous ceux qui ont pris les bonnes décisions. Et chapeau à tous les personnels soignants du monde qui sont en train de faire des miracles dans tous les pays, y compris bien évidemment dans le nôtre. Merci beaucoup.